Et en fait, nous, le critère, c'est qu'on veut vraiment trouver et travailler avec des gens qui ont beaucoup d'ambition et qui veulent utiliser les avances technologiques pour changer le monde et améliorer la vie des gens et de créer des boîtes en fait, qui sont super successful. En fait. On veut trouver des gens qui ont l'ambition de créer des sociétés qui peuvent devenir le champion européen ou le champion mondial. Donc c'est notre barre en fait. Avant de rejoindre Sapiens, je n'avais jamais eu l'occasion d'accéder à ce qu'il se passe derrière un fonds d'investissement. Au-delà de la façade des chiffres, de la performance. Et pourtant, en rencontrant des dizaines de fonds, j'ai réalisé que derrière chaque ligne investie, il y avait des histoires passionnantes, avec leur lot de difficultés et de succès, et surtout des équipes engagées autour des projets qu'elles financent. Bonjour, je suis Aurore Perrin, et mon objectif avec Just Focus est de mettre en lumière le pont entre les investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions, et leurs investissements, qui sont un moyen de créer un monde qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Bonjour à tous, et aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir dans Focus Fonds David Thévenon. David, tu fais partie de ces nombreux Français installés à Londres, et pour cause, tu es général partner chez Balderton, une véritable star dans les fonds de private equity. Et je dois dire que j'ai l'impression que vous avez vraiment une culture particulière chez Balderton, et ça se voit même dans vos locaux, à la déco industrielle, dans le look des personnes que j'ai croisées, beaucoup plus Silicon Valley que fonds d'investissement classique. Et d'ailleurs, je crois que c'est aussi un peu l'histoire de ton parcours et de celui d'autres partenaires du fonds. On va parler de tout ça juste après, mais est-ce que tu peux te présenter pour commencer ? Oui, bien sûr. Aurore, merci de m'avoir sur le programme. Donc, je m'appelle David. Je suis un investisseur depuis 10 ans. Je suis dans ma 5e année chez Balderton. Avant, j'étais chez SoftBank, où j'ai participé au lancement du fonds Growth de SoftBank, en fait, à partir des États-Unis. Et avant de devenir un investisseur, j'ai travaillé pendant 10 ans chez Google, initialement à Londres et ensuite aux États-Unis. Je m'occupais de travailler avec les équipes produits pour leur permettre de développer des produits et de les distribuer au travers le monde entier, à travers de partenariats. Et quand je suis parti de chez Google, je faisais la plupart des produits Google, excepté peut-être YouTube. Et avant de rentrer chez Google, je faisais partie d'une start-up ici à Londres, où on lançait un produit en fait Internet sur le mobile. Donc c'était le tout début de l'Internet sur le mobile, au début des années 2000. Donc j'étais pas PDG de la société ou quoi que ce soit, j'étais juste là au jour numéro 1. On était 6 et c'est une expérience que j'ai adorée. Donc cette société qui construisait des produits, ensuite qui s'est vendue à Deutsche Telekom, c'est comme ça que j'ai rencontré Google. Ok, et donc tu passes de la tech à l'investissement. Qu'est-ce qui explique ce choix ? En fait, j'ai passé ma vie en travaillant dans la tech. Donc j'adore ça, commencer des choses toutes nouvelles, avec des nouvelles technologies. Donc c'est quelque chose que j'ai connu plein de cycles en fait. Avant la startup, je travaillais pour Dell, qui fabriquait des PC. Je suis resté chez eux pendant 18 mois. Et après, j'ai connu le cycle mobile. Après, j'ai connu le cycle Google et tout ce qui se passait dans le cloud. Et maintenant, en tant qu'investisseur, donc les cycles qu'on a connus ces dernières années, plus l'intelligence artificielle. Et en fait, chez Google, je travaillais avec les équipes produits aussi sur les produits à partir du jour numéro 1 en fait. Donc j'ai travaillé sur un certain nombre de produits au tout début, comme Android, comme Google Maps par exemple. Et c'était travailler avec les gens qui ont créé ces produits au sein de Google et pour leur permettre de développer ces produits. Et en fait, le travail que je fais avec les entrepreneurs est un peu pareil. C'est parler avec des entrepreneurs au jour numéro 1 d'un produit, comprendre le rêve qu'ils cherchent à accomplir et essayer de travailler avec eux pour en faire un succès. Et tu vas intervenir, toi, personnellement, dans l'accompagnement du développement de ces produits au même titre que tu le faisais avec Google ? Oui, en quelque sorte. Enfin, c'est un peu différent en tant qu'investisseur, bien entendu, parce qu'on ne fait pas partie de l'équipe au jour le jour. Mais on peut en parler un peu plus tard. Oui, c'est le même type d'accompagnement, en fait. C'est croire en quelqu'un, croire en un produit et s'assurer, en fait, que ce soit un produit qui puisse devenir... qui puisse changer la vie, en fait. De la même manière que Google Maps a changé, enfin, en tout cas, ma vie. J'utilise assez souvent, en fait, pour aller d'un point A au point B. Ok, excellent. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Balderton, justement ? Oui, bien sûr. Donc, en fait, on est un fonds de capital risque basé à Londres, mais on a des équipes dans plusieurs pays européens, et notamment en France. Nous aurons 25 ans l'an prochain, donc on est là depuis un petit bout de chemin. Nous investissons dans des sociétés de tech européennes avec l'objectif d'investir dans les plus belles pépites européennes. Donc des sociétés où on espère qu'elles deviennent les futurs géants de la tech, européenne ou mondiale, dans ce qu'on appelle les catégories leaders ou catégories winners. Nous sommes multistages, donc on a 2 fonds qui nous permettent de couvrir les besoins de financement donc des startups à leur création et pendant leur phase de croissance jusqu'à leur introduction en bourse.
Donc on a levé depuis nos débuts quasiment 6 milliards de dollars et nous avons actuellement 1,3 milliard de dollars en cours de déploiement. Donc on a 2 fonds. On a un fonds qu'on appelle Early Stage, qui est un fonds de 615 millions de dollars. C'est un fonds dans lequel on investit dans les sociétés de l'amorçage de la série B. Et c'est des tickets de 1 à 20, 25 millions de dollars. Et il y en a un fonds qu'on appelle fonds Growth, qui est un fonds de 685 millions de dollars. Là, c'est plus pour Series B et au-delà, jusqu'à donc IPO. Et là, on signe des tickets entre 20 et 70 millions de dollars. Et quel intérêt de découper en deux, justement, vos accompagnements? Est-ce que c'est pour correspondre à des standards? Il pourrait y avoir un unique fonds qui viendrait investir dans toute typologie de boîte, comprise entre ces deux. Ouais, 2 raisons. Une raison, en fait, c'est par rapport aux investisseurs qui investissent chez nous, en fait, ce qu'on appelle les LP. En fait, les profils de return des fonds sont un peu différents. C'est-à-dire que quand on investit early stage, c'est des fonds, en fait, on va faire une trentaine d'investissements. Quelques-uns vont aller à 0. Quelques-uns pourraient faire 100 fois la valeur dans laquelle on investit. Et alors que dans le fonds growth, c'est une stratégie un peu différente où en fait on va pas beaucoup avoir d'investissements qui vont aller à 0, on va plutôt atterrir à des investissements qui vont faire du 1x. Et après l'opportunité, l'upside est un peu plus basse en fait, parce qu'on rentre un peu plus tard dans la société. Donc c'est 2 profils de risque différents. On rentre plus tard dans la société, il y a déjà plus de revenus, les équipes sont plus établies, les produits sont plus connus, etc. Et la deuxième raison sur laquelle on a 2 fonds, c'est aussi qu'on accompagne un peu différemment ces sociétés, donc ça amène des profils un peu différents du partenariat en fait. Et donc par exemple Rana et moi qui nous occupons du fonds Growth, on a beaucoup investi en Growth, donc on connaît les problématiques de ces sociétés, alors que les problématiques des sociétés de Early Stage sont un peu différentes en fait. Les problématiques d'une société de Early Stage, c'est lancer le produit, s'assurer des premiers revenus, recruter la première équipe, faire en sorte que ce soit un succès. Les problématiques de growth, c'est on fait déjà du revenu, on a trouvé un product market fit pour notre produit et on cherche à appuyer sur la pédale en fait, à dépenser plus d'argent pour que le produit aille à l'étranger par exemple, se lance aux États-Unis, etc. Donc c'est des problématiques un peu différentes. Ouais. Donc dans la manière dont vous organisez en interne, il y a vraiment des équipes qui sont dédiées d'une part au venture, d'autre part au growth. Ouais, en fait on travaille tous ensemble. Donc en fait Build-A-Ton, on est une équipe on est 65 personnes. Il y a 17 nationalités, il me semble. Ces 2 tiers sont des femmes. C'est un mix en fait de gens qui sont ce qu'on appelle des opérateurs, donc comme moi, des gens qui viennent de chez Google, de sociétés à forte croissance avant, un mix de gens qui viennent de la finance et qui connaissent les métiers financiers, donc qui ont été soit investisseurs depuis longtemps ou banquiers. Et la dernière catégorie du mix, en fait, c'est des gens qui ont été entrepreneurs avant. Et on pense justement que pour accompagner ces sociétés le mieux possible, c'est assez intéressant et nécessaire de notre point de vue d'avoir des gens qui ont des expériences dans ces 3 domaines en fait. Et donc à l'intérieur de Build-A-Ton, on a évidemment donc un tiers de ces gens sont l'équipe d'investissement, je dirais, donc une équipe d'investissement assez expérimentée, mais aussi on a en interne ce qu'on appelle la plateforme d'accompagnement, donc des gens en interne, des vétérans de l'industrie, ce qu'on appelle executive in residence, qui sont capables en fait d'aider ces sociétés ou à les mettre en connexion avec des gens qui s'y connaissent pour justement les aider sur des sujets un peu plus pointus, un peu plus détaillés, comme le marketing par exemple, comment se lancer aux États-Unis, la finance, le légal, etc. etc. Donc le partnership en fait a une super expérience parce qu'on fait ça depuis très longtemps et surtout parce qu'on a investi dans plus de 250 sociétés depuis nos débuts. Mais malgré tout, en fait, de temps en temps, on a ce réseau et cette équipe en interne qui appuie ces sociétés et leur permettent en fait d'économiser beaucoup de temps et de faire des erreurs qui ont déjà été faites par d'autres sociétés avant et qui leur permettent d'aller beaucoup plus vite pour lancer les produits qu'ils veulent lancer et pour justement accomplir un peu leurs rêves. Ok. Et justement, j'imagine qu'il y a beaucoup de sociétés que vous rencontrez au niveau du early stage et qui vont potentiellement d'abord être investis à ce moment-là, et puis quelques années après, être à nouveau investi à travers le fonds Growth. On peut faire ça, oui. En fait, on rencontre énormément de sociétés. Donc, je ne sais même pas exactement le nombre exact, mais je pense qu'on rencontre chaque année entre 5 et 10 000 sociétés. En fait, on les croise en tous les cas. On en parle, on les revoit. Parmi ces 5 à 10 000 sociétés qu'on voit chaque année, on va investir, à partir du fonds Early, on fait à peu près une trentaine d'investissements sur 3 ans. Donc, on fait une dizaine d'investissements par an.
Donc il y a quand même un très fort filtre. On fait très peu d'investissements. Chacun de ces investissements, notre barre est assez haute en fait, en termes de qualité évidemment, et en termes de conviction sur ce qu'ils vont faire. Et effectivement, quand on pousse 1 an, 2 ans, 3 ans après, ces sociétés ont besoin de plus de capital pour celles qui ont réussi. Et là, effectivement, on va leur reparler pour leur série B ou leur série A, par exemple, si on investit à seed. Donc, effectivement, on parle aux sociétés, on les voit à seed, on les voit à A, on les voit à B, on les voit à C, on les voit plus tard. Et à chaque fois, en fait, on peut prendre une décision d'investissement. Et c'est des gens qui viennent nous voir plusieurs fois, en fait. Et donc, il arrive de temps en temps qu'on voit une société à série A, on ne fait pas l'investissement, il va faire l'investissement un peu plus tard, à série B, série C. Et de temps en temps, effectivement, on fait l'investissement à série A. Et ensuite, 1 an ou 2 ans après, la société relève et on remet de l'argent parce qu'on a une super conviction. Il y a un exemple comme ça en France récemment. On a investi dans une société qui s'appelle Photoroom. Donc c'est une société dans l'intelligence artificielle, GenAI en fait, qui permet aux gens de retoucher des photos. Et c'est une société dans laquelle on a investi à partir du fonds Early. Et 1 an et demi après, on a remis de l'argent à partir du fonds Growth parce que la société connaît un succès foudroyant, je dirais. Ok. Tu disais tout à l'heure que vous recevez beaucoup de sociétés. Ouais. Vous en choisissez très peu parmi elles. Je suis assez curieuse de savoir quel est le filtre Balderton. Est-ce qu'il y a une méthode Ça rejoint aussi peut-être aussi votre thèse d'investissement. Ce serait intéressant que tu nous dises plus aussi déjà quelles sont les typologies de sociétés que par défaut vous excluez ou qui vous intéressent. Et puis derrière, comment est-ce qu'on choisit celles qu'on accompagne et celles qu'on n'accompagne pas? Ouais. Donc en fait, on ratisse assez large. En fait, on a une phrase qu'on se répète en interne, c'est que la meilleure façon de changer le monde est de créer une entreprise. Et notre mission est super simple en fait. On veut être le partenaire de choix pour les entrepreneurs qui lancent et développent ces sociétés technologiques européennes et qui veulent justement changer le monde et créer quelque chose de nouveau. Et après, c'est vrai qu'on focus vraiment sur l'Europe en fait. Mais peu importe ce qu'ils font. Donc on a investi un peu dans tous les secteurs. On investit dans l'intelligence artificielle depuis des années en fait. On investit en fintech, on fait du software pour entreprises. On fait de la santé digitale, de la mobilité, gaming, on fait un peu tout en fait. Et les pays en Europe, pareil en fait, on investit en France, mais on investit aussi en Angleterre, en Allemagne, les Nordiques. On a des investissements en Turquie, dans les pays de l'Est, en Espagne. On couvre un peu tout le territoire européen. Et en fait, nous, le critère, c'est qu'on veut vraiment trouver et travailler avec des gens qui ont beaucoup d'ambition. Et qui veulent utiliser les avances technologiques pour changer le monde et améliorer la vie des gens, et de créer des boîtes en fait, qui sont super successful. En fait. Donc c'est pour ça que je disais un peu plus tôt, on veut trouver des gens qui ont l'ambition de créer des sociétés qui peuvent devenir le champion européen ou le champion mondial. Donc c'est notre barre en fait. Et c'est pas quelque chose d'unique en fait, en termes de théorie d'investissement, mais en fait on est... Je pense qu'on a une plateforme qui est très unique, en fait, ce que j'ai expliqué un peu plus tôt. On est là depuis très longtemps, donc on a une très forte expérience. On a été assez bon, en fait, pour identifier et travailler des entrepreneurs de haut niveau. Donc on a plein de success stories, en fait. On a 130 sociétés dans le portefeuille. On a une communauté de plus de 700 personnes quand on compte les CEO et les gens des équipes de management de ces sociétés qui se parlent, qui s'échangent et tout ça. Et on a construit une super expertise, en fait, pour identifier et travailler avec ces entrepreneurs et faire en sorte qu'ils soient successful, quoi. Donc, on a travaillé avec, il me semble, 27 ou 28 unicorns depuis nos débuts. Et je pense que les gens le savent, ils viennent nous voir quand ils veulent créer une société parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir trouver l'expertise qu'ils veulent, quoi. Et nous, après, on regarde ces gens qui viennent nous voir et on revoit leurs projets. Ça dépend, enfin, entre les lignes, ce que je viens de dire, c'est que ça dépend de la qualité des gens, de leur ambition, et après on regarde évidemment le marché qu'ils essayent d'adresser, et si on croit en fait en leur vision sur ce marché, et on cherche des choses qui ont un impact fort en fait. Voilà. Il y a un truc qui m'interpelle, c'est vous ciblez quand même vraiment des entreprises qui sont autour de la tech, et je trouve qu'aujourd'hui, ça fait quelques années maintenant, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se définissent comme tech, quand bien même l'innovation qu'elles portent, ou le projet de fond qu'ils portent, n'est pas forcément une révolution technologique en elle-même. Non. Vous voulez des boîtes d'ingénieurs qu'on crée quelque chose en tech, ou ça peut être juste
une boîte qui a une dimension technologique, mais qui finalement apporte quelque chose plus sur un angle marketing. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la technologie est partout. Donc la plupart des boîtes sont tech de nos jours. Bon, il y a plein de boîtes. On crée un dentiste, même un dentiste, en fait, il y a un aspect pas trop tech sur le dentiste, mais le dentiste utilise de software et compagnie. Donc, ouais, en fait, l'univers est énorme. Parce que en fait, c'est très difficile de créer une société maintenant sans qu'elle soit en fait tech, qui utilise la tech. Je pense que l'innovation ne doit pas être uniquement technologique. En fait, il y a une partie des sociétés dans lesquelles on investit où l'innovation est purement technologique. Donc c'est quelqu'un, je ne sais pas, on était investi dans une société qui s'appelait Graphcore que SoftBank vient de racheter il y a quelques semaines, quelques mois, qui construisait un nouveau processeur spécialisé justement sur l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un projet très technique. Sur des années pour créer quelque chose qui n'existe pas. Et d'un autre côté, on investit dans une société où l'innovation n'est pas forcément technologique. C'est une innovation plutôt de business model de temps en temps. De temps en temps, c'est une innovation en fait, qui n'est pas forcément une innovation technologique, mais qui est amenée dans un secteur ou un vertical où ça fait une grosse différence en fait. Et donc, je ne sais pas, on pourrait investir dans une société, je ne sais pas, qui crée un nouveau logiciel, enfin je parlais des dentistes un peu plus tôt, qui adresse pour que les dentistes fassent, par exemple, leur métier mieux en utilisant la technologie. Ce ne sera pas forcément nouveau d'un point de vue technologique, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que c'est un marché énorme en fait. Ok, donc c'est pas forcément deep tech quoi. Non, c'est pas forcément deep tech. La plupart des choses qu'on fait, comme je le disais, ça adresse tous les secteurs. Mais ce n'est pas forcément une innovation technologique énorme dès le départ, en fait. On ne fait pas forcément beaucoup d'investissements de deep tech, parce que quand les gens créent quelque chose à partir de zéro, en fait, ça prend un temps fou. Et nos fonds font 10 ans. On accompagne les entrepreneurs pendant 10 ans, ou un peu plus, 12 ans. Mais voilà, si ça prend 8 ans pour inventer la technologie, 2 ans pour trouver des acheteurs, ça laisse pas beaucoup de temps en fait pour faire beaucoup de revenus ou pour construire un gros player. Les gens qui nous investissent chez nous veulent revoir leur argent et c'est aussi notre métier. Effectivement. Il y a un sujet, mais qui fait d'ailleurs bien lien avec ce qu'on disait juste avant et que tu as évoqué déjà à plusieurs reprises, c'est l'intelligence artificielle. Oui. Je pense que c'est un contexte aujourd'hui qui vous est extrêmement familier et un gros sujet, mais pour moi c'est aussi l'exemple type de... Il y a beaucoup de sujets qui sont IA, tech, mais qui finalement sont plutôt des innovations d'usage. Oui. Basé sur l'intelligence artificielle parce que c'est une opportunité. Des boîtes qui font vraiment de l'IA pure, c'est déjà beaucoup plus rare en fait qu'inventent des modèles IA. Ouais. Tu peux m'en parler toi en termes de contexte, qu'est-ce que ça change dans votre métier? Est-ce que c'est quelque chose que vous suivez? Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans l'IA? Ouais, donc on suit énormément l'IA. En fait, la meilleure façon de le positionner, c'est qu'on pense en fait que c'est un moment unique. Dans les cycles des technologies. Donc en fait, l'IA, c'est une technologie qui est transformationnelle et c'est l'un de ces cycles en fait, technologiques majeurs. Donc en fait, on peut retourner un peu dans le passé, on peut peut-être comparer ça à Internet ou l'avènement du téléphone portable, par exemple, dont je parlais un peu plus tôt, la technologie de cloud, par exemple. Et c'est une de ces grosses vagues, en fait, qui permet aux utilisateurs ou aux gens qui veulent lancer des sociétés de faire des choses qui paraissaient impossibles ou au moins très très compliquées il y a juste 2 ans. Donc on en parlait un peu offline juste avant, on peut enregistrer la voix de quelqu'un pendant 2 minutes et répliquer cette voix, lui faire dire n'importe quoi par exemple. C'est quelque chose qui était impossible avant en fait. Je précise que David m'a quand même dit en arrivant, en fait... il n'y avait pas besoin qu'on se voit, tu aurais pu enregistrer ce qu'on voulait dire avec une IA et puis ça aurait été pareil. Mais c'est vrai, maintenant, c'est fou parce que c'est quelque chose sur le côté, mais c'est une technologie en fait, ou même d'un point de vue IA, c'est quelque chose qui était très difficile à un moment donné, parce que les voix étaient vraiment robotiques et tout ça. Et c'est quelque chose, maintenant, on peut changer le tone, la chaleur de la voix, prendre la voix de quelqu'un et la répliquer. Et c'est juste 2 years in, en fait. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va évoluer énormément et qui va beaucoup changer la manière dont les podcasts sont faits ou les films sont faits, etc., etc. D'ailleurs, en parlant de podcasts, Google a lancé un produit, je ne sais pas si tu as vu ça, mais il y a quelques mois, qui s'appelle Notebook LM. En fait, on upload des fichiers PDF avec du contenu. Et après, on appuie sur un bouton et ça crée automatiquement un podcast où des gens discutent du sujet. Qui est déjà publié directement, j'imagine. Ouais, voilà. Et donc, ça crée avec des voix où ils créent des jokes, ils créent un échange entre
qui est très humain en fait sur le sujet et ce qui est assez bluffant. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu, c'est pas parfait, mais c'est quand même bluffant en fait de plaider un livre et après on a 2 sujets qui parlent du livre. Il y a plein d'opportunités sur une technologie comme ça. Ne serait-ce que pour apprendre à des gens, des étudiants par exemple, pour apprendre un sujet. Il y a des gens qui apprennent mieux quand ils écoutent des gens en parler. Anyway, donc en fait, donc on pense qu'il y a une vague qui vient avec l'intelligence artificielle. Pour revenir à ce que je disais, on pense qu'il y a beaucoup de choses qui étaient très compliquées ou impossibles à faire il y a quelques années qui vont être possibles maintenant. Et donc ça va amener toute une vague de sociétés où les gens utilisent cette technologie pour changer plein de choses. Donc tout le monde ne va pas travailler sur le cœur et ne va pas recréer Mistral ou un modèle comme OpenAI. C'est réservé quand même à une classe de gens assez petite. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser cette technologie pour lancer des services dans tous les sens, qui vont permettre d'améliorer plein de choses. Et même, en fait, au niveau de base, en fait, coding, enfin, programmer, c'était quelque chose qui était, même il y a 5 ans, quelque chose de compliqué. Il faut aller à l'école pour apprendre et tout ça. Maintenant, toi et moi, on lance OpenAI ou un de ces autres modèles et on peut créer une application iPhone en 3 minutes, en fait. Il suffit d'écrire ce qu'on veut et l'application, enfin, OpenAI, le modèle, nous crée le code, nous explique comment l'uploader dans le App Store. Donc c'est quelque chose c'est énorme en fait. N'importe qui peut lancer une application alors qu'avant la barre était assez haute. Et c'est pour ça que je compare ça avec l'avènement de la technologie cloud par exemple, où c'est pareil, la technologie cloud en fait, lancer une société il y a... Enfin moi quand j'ai travaillé pour cette start-up au début des années 2000, lancer une société c'était quelque chose de lourd en fait. Il faut acheter des serveurs, il faut apprendre à programmer, ne serait-ce que pour lancer un website en fait. C'était très compliqué. Alors que maintenant, c'est super simple. Et donc, l'IA va permettre de démocratiser, en quelque sorte, beaucoup de choses. Donc, nous, on attend beaucoup. Et après, c'est une technologie où il y a un certain nombre de choses qui sont bluffantes, en fait. Donc, on voit beaucoup de sociétés qui nous montrent, en fait, comment l'AI peut être utilisée pour des trucs tout bêtes, la comptabilité, la logistique, des applications de tous les jours, des domaines de tous les jours, mais qui permettent de faire les choses beaucoup plus vite, beaucoup plus simplement, et qui vont amener d'énormes gains d'utilisation ou de synergie ou d'efficience pour les gens, en fait. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui vont adopter ces nouveaux outils. Et ce qu'on voit aussi dans toutes les sociétés qui utilisent... pour beaucoup de sociétés qui utilisent l'IA, elles arrivent à trouver des clients très rapidement, en fait. Et donc, on voit des courbes de croissance qui sont beaucoup plus fortes qu'avec des sociétés de software classiques il y a quelques années, parce que les gens sont bluffés par l'utilisation, veulent utiliser ces techniques, parce qu'elles sont life-changing pour leur business, en quelque sorte. Ça me pose au moins 2 questions. Il y en a 12 autres qui se précipitent, mais on ne pourra pas tous les poser. Quand on est un fonds d'investissement, comme vous, j'imagine que ce n'est peut-être pas le métier dans lequel les experts en IA se dirigent le plus directement. Okay. Comment est-ce qu'on fait pour avoir parmi ces rangs des gens qui sont capables en fait, d'identifier la qualité d'un produit ou d'une société qui utilise l'IA avant d'investir dedans? Ouais, de plusieurs façons. Déjà, on fait beaucoup partie de la communauté de l'IA en Europe. On organise sans arrêt des événements en fait avec des programmeurs, des hackathons par exemple. On organise beaucoup de gens avec des sociétés de l'IA. Donc, en fait, on passe beaucoup de temps en tant qu'investisseur. C'est vrai pour l'IA, mais c'est vrai pour tout en fait, pour comprendre un certain nombre de sujets. Et être à même de devenir un expert en quelque sorte, pour pouvoir comprendre ces choses. C'est vrai que ces sujets sont beaucoup plus compliqués dans quelques temps, et de temps en temps on utilise des experts pour justement regarder sous le capot, pour voir comment les choses marchent. Mais le métier d'investisseur, justement, c'est un métier où il faut chercher à comprendre en fait comment la technologie marche derrière. Et c'est vrai que on ne va pas essayer de comprendre la deep tech à fond. C'est pour ça qu'on est limité dans ce qu'on fait en deep tech en fait. Parce qu'on n'est pas des experts. Il y a certains domaines qu'on ne touche pas et en fait, on ne va pas investir dans des domaines qu'on ne connaît pas du tout. Donc, par exemple, sur l'IA, on a une équipe en interne, une toute petite équipe de personnes, mais qui font une veille technologique, en fait, pour savoir ce qui se passe, qui justement recherchent sur le marché ce qui se passe, éduquent le reste de l'équipe d'investissement
pour pouvoir comprendre ces sujets qui changent en termes d'IA assez fréquemment, en fait, pour qu'on soit à même de parler aux entrepreneurs. Et ensuite, on organise plein d'événements, par exemple, pour pouvoir leur parler, pour pouvoir mettre dans la même pièce, en fait, nous, des gens qui créent des startups, des gens qui sont techniques, pour justement qu'il y ait une discussion, pour qu'on puisse faire partie de cette discussion et comprendre mieux tous les sujets, en fait, qui sont maintenant. Et quand tu as une révolution comme ça qui arrive, est-ce que ça peut aussi questionner la pertinence de choix précédents dans des anciens portefeuilles, des sociétés qui avaient basé, je ne sais pas, leur modèle sur telle ou telle innovation technologique qui était révolutionnaire à l'époque, et en fait l'IA arrive et rend leur truc complètement obsolète de manière beaucoup plus rapide que précise. Est-ce que c'est même encore pire, parce qu'en fait, avec l'IA, ça avance tellement rapidement que de temps en temps, on voit des sociétés, on se dit, mais c'est génial, c'est super, ils font quelque chose d'énorme, quelque chose qui était impossible, et ça paraît vraiment unique. Et quelques semaines après, pas quelques mois, quelques semaines après, c'est quelque chose en fait que tout le monde sait faire. Tout le monde peut faire parce que OpenAI a ouvert une API ou parce que les choses sont faites à partir d'un modèle source et tout ça. Bon, la réalité du monde, pour revenir à ta question, la réalité du monde dans lequel on investit, c'est que par définition, il y a beaucoup de choses en fait qui vont être surpassées par des nouvelles vagues technologiques en fait. Et une façon de construire même, ne serait-ce une marketplace ou un logiciel fintech ou un logiciel pour les entreprises pour faire quelle que soit la fonction en fait, change sans arrêt. Donc en fait, une société qui se crée maintenant, par définition, quelqu'un va créer une société dans, je sais pas, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, en utilisant des technologies plus avancées. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pas juste une question de technologie, c'est une question de business model, c'est une question d'ambition des entrepreneurs qui créent la société, leur qualité, parce qu'ils vont devoir s'adapter. Et de la même manière que, je sais pas, Google, quand ils sont lancés en 98, le monde a totalement changé, et Google a totalement changé, en fait, depuis 98, et autrement, Google ne serait plus là, en fait. De la même manière qu'avant Google, je sais pas, il y avait Alta Vista, un autre moteur de recherche, et eux, ils n'ont pas réussi à s'adapter, ils ne sont plus là. Donc c'est un monde où, en fait, les gens doivent s'adapter sans arrêt, et c'est pour ça qu'en fait, le métier d'investisseur aussi, c'est pour ça qu'on ne va pas juste baser une décision d'investissement juste parce que la technologie est bien. Et il faut vraiment qu'on croie à ce que le marché a besoin le marché a un problème, cette société, ce produit amène une solution. Et après, effectivement, il faut qu'on soit convaincu que ce soit pertinent sur les 5-10 prochaines années, en fait. Oui, c'est ça. Donc on se projette en avant en se disant, mais est-ce que ça va toujours être valide dans 5-10 ans ? Effectivement, de temps en temps, on voit des sociétés, on se dit, c'est une super solution maintenant, mais on n'est pas sûr, en fait, dans 2 ans, si ça existera toujours. Et donc, on n'investit pas dans ces sociétés, en fait, parce qu'il faut qu'on soit convaincu que leur solution reste pérenne, en fait, pendant quelques années, même si eux vont devoir changer la technologie qu'ils utilisent de temps en temps. Ouais. On ne sait pas, en fait, on ne sait pas ce qui va arriver d'un point de vue technologique dans 5 ans. Quoi. Ouais, c'est clair. Mais il faut que le problème soit constant dans 5 ans et que leur positionnement par rapport au marché soit constant aussi, j'imagine. Vous qui êtes vraiment aux premières loges sur le private equity, est-ce qu'il y a d'autres éléments de contexte que tu trouves marquants ? Il y a l'IA, il y a d'autres choses qui ont particulièrement changé ces dernières années dans le contexte actuel. On parle parfois de crise économique, on parle de post-Covid, on parle de changement aussi dans les stratégies d'investissement des fonds qui vont plutôt chercher à la rentabilité. Est-ce qu'il y a des choses, toi, dont tu as envie de nous parler aujourd'hui ? Non, en fait, nous, on focus sur l'Europe. Et je pense qu'effectivement, l'écosystème européen c'est complètement transformé. C'est, je sais pas, 6, 7, 8 dernières années. Et donc, les opportunités sont en train d'exploser. Donc, on est très excités par ça, déjà. En fait, il ne faut pas remonter si loin que ça. Il y avait moins de startups en Europe. Ils avaient du mal à trouver du capital. Ou alors, à trouver du capital quand ils étaient early, mais il n'y avait pas de capital growth. Etc. Alors que maintenant, en fait, on a un écosystème qui est plutôt vibrant. Comment ça se fait, ça, que c'est justement plus développé, à ton avis ? En fait, ça a pris beaucoup de temps. Je pense que c'est un mélange de plusieurs choses. Les gouvernements ont beaucoup aidé. Le gouvernement français, le gouvernement anglais, le gouvernement allemand. En fait, le gouvernement français en premier, ont mis beaucoup d'argent justement pour pousser la création de ces sociétés dans leur pays, plutôt que les gens partent aux États-Unis pour créer leur société. Donc, c'est déjà ça. Et après, en fait, je pense que les gens en Europe ont vu un certain nombre de sociétés qui sont devenues donc, des succès
et donc sont inspirés par ça aussi. Donc ça, en fait, c'est tout un écosystème qui prend beaucoup de temps, parce qu'il faut créer une société, il faut qu'elle devienne un succès. Et après, les gens qui sont à l'école se disent, mais attends, mais moi aussi, je peux faire ça, c'est possible, donc je vais faire ça. Moi aussi, je veux créer ma société, changer le monde, faire en sorte que je puisse lancer un produit, un service qui correspond à ce que je veux faire. Donc ça, c'est une autre brique. On voit beaucoup de gens, en fait. Enfin, je sais pas, moi, quand j'ai fait une école de commerce, quand je suis sorti d'école de commerce, les gens voulaient devenir banquier, consultant, ou des choses dans le genre. Alors que je pense maintenant, il y a une grosse proportion, je connais pas la statistique, mais qui veulent créer leur société, en fait. Je crois que c'était 72% il y a quelques années, des jeunes qui voulaient créer une entreprise. Ouais, voilà. Donc, bien. en fait, les gens sont poussés, et justement parce qu'ils ont vu que c'était possible. Donc, on voit, je sais pas, Xavier Niel avec Free, on se dit, mais attends, mais c'est génial. Une grosse société, c'est tout à fait possible de changer des domaines qui paraissent totalement opaques, ou voilà, c'est France Télécom, enfin des gens qui ne peuvent pas bouger, et en fait, il a réussi à tout changer. Donc les gens voient ça et se disent, mais attends, mais c'est possible. Donc il y a ça. Et deux, ensuite, pour les gens qui créent leur société, je pense qu'à un moment donné, c'était plus difficile d'avoir accès au capital. Et c'était plus difficile d'avoir accès à un certain nombre de gens qui pouvaient aider, en fait. Tout simplement parce que du jour numéro 1, je suis le premier à créer une société, personne d'autre a créé une société, donc c'est très difficile de trouver quelqu'un qui peut m'aider d'un point de vue marketing, d'un point de vue du market et tout ça. Maintenant, on est dans une optique où, en fait, nous, on investit dans des sociétés qui sont... c'est des gens qui sont partis de sociétés, par exemple, qui ont déjà connu un succès. Donc, c'est de la même manière qu'il y a par exemple, on pourrait dire qu'il y a tout un cycle de sociétés aux États-Unis qui ont été créées par ce qui s'appelait la PayPal Mafia. Donc des gens qui ont créé PayPal et qui ont été ensuite créés d'autres choses. Elon Musk en fait partie, mais aussi Max à Affirm, par exemple, et tout un tas d'autres. Nous, on est maintenant, l'Europe, il se passe la même chose en Europe, en fait, où les gens ont créé une société à succès, ou on fait partie d'une société à succès, et se disent, mais attends, je vais créer la mienne. Et donc, du coup, soit ça crée des PDG, mais ça crée aussi des gens qui ont une expérience marketing, des gens qui ont une expérience vente, des gens qui ont une expérience de scaler des produits d'un point de vue technologique aussi. Et donc, les talents sont là, en fait. Et donc, c'est bien, ça crée un écosystème qui est beaucoup plus profond pour que les gens puissent trouver des gens avec qui construire ces sociétés, en fait. Donc, c'est ce qui s'est passé, je pense. Et donc, du coup, ça a permis à l'écosystème d'exploser. Et après, on superpose ça avec le fait qu'on commence ce nouveau cycle avec l'intelligence artificielle, où en fait l'Europe enfin, je sais pas, on fait cette interview ici à Londres, 500 mètres dans cette direction, il y a où DeepMind s'est créé, il y a Imperial College qui est dans cette direction, il y a beaucoup de choses qui se passent ici, c'est la même chose à Paris. Et quand on regarde les gens qui étaient au tout début de l'intelligence artificielle, avant que ça devienne un peu autant, enfin que ce soit aussi sexy que maintenant, je dirais, en fait, il y a beaucoup de Français. Yann Lequin, etc. Et donc, c'est quelque chose, en fait, l'IA, où les Européens sont très forts, où ils ont développé beaucoup d'ingénieurs qui sont très doués. Et donc, ça vient participer, j'imagine, à l'écosystème, et donc à toutes ces créations de sociétés. Mais je pense qu'on est tout au début de voir l'impact de l'IA sur la création d'entreprises. Je pense que, en fait, même l'impact de OpenAI, c'est quelque chose qui s'est passé assez récemment, mine de rien. Et je pense que ça prend du temps pour que les gens, en fait, voient OpenAI, réalisent ce que ça peut faire, prennent la décision de quitter leur travail, prennent leur temps, 1 an, pour trouver une idée, commencer à développer la société avant que nous, on les voit. Et je pense qu'on va avoir une grosse vague de sociétés, justement, sur le domaine de l'IA, encore l'an prochain, encore plus gros que ce qu'on voit cette année. C'est assez cool de t'entendre parler de l'écosystème européen. Moi, j'ai souvent l'impression quand même que l'Europe, c'est un peu un petit pousset par rapport à des énormes nations, je pense notamment aux États-Unis, mais je pense même, j'imagine qu'en Chine, dans plein d'autres pays, il y a des écosystèmes qui sont très puissants. Bien sûr, ouais. Toi, tu as quand même l'impression que l'Europe, justement, elle pèse quand même sur la scène internationale sur ce sujet-là. Oui, il n'y a aucun doute. Bon, de toute façon, la Chine et les États-Unis sont des pays qui sont assez forts en technologie. Enfin, la Chine est aussi un pays qui est tout simplement... Enfin, il y a beaucoup plus de gens. Mais vous n'avez pas parfois envie d'aller investir dans des boîtes qui sont en Chine ou aux États-Unis en disant, en fait, c'est là-bas que ça se passe. C'est ça, non, la question derrière, en fait, c'est ça. Ouais, non. Moi, j'ai fait ça dans une vie antérieure. J'étais chez SoftBank. Donc j'ai investi en Chine, j'ai investi aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est. Donc je connais bien ces pays aussi. Non, il y a beaucoup d'innovations dans tous les pays, en fait.
En fait, nous, au cœur de ce qu'on fait, on pense que créer une société en tant qu'Européen à partir de l'Europe, c'est aussi développer une société avec des valeurs un peu différentes, qui sont des valeurs européennes, qui ne sont pas forcément des valeurs qui sont américaines ou des valeurs qui sont chinoises, par exemple. Et je pense qu'on n'est pas obligé, en tant qu'entrepreneur, on n'est pas obligé de se compromettre, en fait, si on ne le souhaite pas, en fait, en se disant, voilà, il faut absolument que j'aille créer ma société aux États-Unis, que je change ma manière d'opérer pour devenir américain. Et après, en termes de taille d'écosystème, c'est évident que l'écosystème aux États-Unis est beaucoup plus gros, beaucoup plus développé. Mais sur un certain nombre de sujets récents, en fait, les talents d'intelligence artificielle, on en a beaucoup en Europe. Après, je ne sais pas si on a comparé aux États-Unis combien on en a et tout ça. Mais c'est vrai que l'écosystème européen reste malgré tout plus petit que celui aux États-Unis, où ils ont une histoire encore plus longue, plus chargée, de sociétés technologiques qui ont changé. Mais je pense qu'en fait, les gens comprennent maintenant qu'on n'est pas forcément, on n'est pas obligé de faire partie du plus gros écosystème du monde pour lancer une société qui change en fait le monde entier. On peut lancer ça de n'importe où. Et c'est la nouvelle donne technologique depuis des années maintenant. Donc on peut commencer une société aux États-Unis dans son garage dans la Silicon Valley, mais aussi on peut, je sais pas, créer sa société à Nantes et créer un leader mondial à partir de Nantes en fait, si on veut. Enfin, je choisis Nantes à tout hasard. Il y a quand même une question, mais je vois que l'heure tourne, mais on va essayer d'aller vite. Okay. C'est quoi les valeurs que tu évoques? Tu dis justement les valeurs qu'on a envie de défendre avec Balderton et en investissant en Europe. Tu penses à des valeurs en particulier? Je trouve que c'est intéressant, notamment par rapport aux investisseurs qui se posent la question. Non, je pense juste que notre sentiment, le sentiment, les valeurs européennes sont un peu différentes des valeurs américaines. Enfin, je ne veux pas rentrer dans un sujet un peu plus pointu, mais je pense que, par exemple, l'approche par rapport à la protection des données, par exemple, si on prend un truc très simple, l'approche européenne à partir de la protection des données a été très différente depuis très longtemps en fait en Europe par rapport à ce qui est aux États-Unis. Ou alors si on compare par rapport à la Chine, ça serait encore une classe complètement différente. Donc c'est un de ces sujets en fait. On n'est pas obligé de, je dirais, on peut respecter ces valeurs, créer une société à partir d'ici en respectant ça, par exemple. Et ça, il y a plein de traits qui sont plus européens en fait. Par exemple, je ne sais pas, un autre trait d'être européen, c'est qu'en fait, on est une société où il y a plusieurs langues, en fait. Il y a plusieurs langues en Europe. On est habitué depuis, quand on crée une société en Europe, en fait, et qu'on veut devenir leader mondial, par définition, au bout de 2-3 ans, on va être dans plusieurs pays en Europe où il faut avoir des équipes locales, il faut parler néerlandais, il faut parler français, il faut parler anglais, il faut parler allemand. Et c'est quelque chose qui est très différent d'un marché chinois ou américain, en fait, qui est... Enfin, aux États-Unis, ils ont deux langues, mais qui est beaucoup plus simple, en fait. Donc, on a des valeurs, je pense, pour porter un pays au travers des pays où on a besoin de travailler avec des gens qui sont d'une culture différente, une approche un peu différente aux États-Unis, où c'est un peu plus, que ce soit au Texas ou en Californie ou à New York, c'est le même client, en fait, le même profil. Ok, intéressant. Donc, il y a plein de valeurs comme ça, je pense, qui sont plus européennes. Et qui sont importantes en fait. C'est pas parce que la technologie est la même mondialement que les gens vont avoir le même feeling ou veulent avoir les mêmes valeurs un peu partout, quoi. Et après, quand on les compare en Chine, c'est totalement différent aussi, j'imagine. Ouais. Il y a quand même une histoire que j'aurais bien aimé que tu nous racontes et qui est assez connue d'ailleurs. Je trouve que Balderton est assez connu pour ça. C'est l'histoire des investissements avec Revolut et je trouve que c'est assez significatif de la manière dont vous pouvez accompagner des gros succès. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette participation spécifique et ce que ça dit aussi de ce que vous avez pu faire côté Balderton? Oui, bien sûr. Donc, en fait, Revolut, j'imagine que tout le monde connaît l'application maintenant et ce qu'ils font d'un point de vue fintech pour les utilisateurs. Donc, pour Balderton, en fait, c'est un investissement qu'on a fait il y a 9 ans. C'était un investissement en seed. Donc, on a été les premiers investisseurs dans Revolut. Et maintenant, en fait, c'est une application, il me semble que c'est c'est l'application la plus downloadée en Angleterre et en Europe. Ils ont 45 millions de clients, ils sont dans quasiment 40 pays, il me semble. Ils font des milliards de revenus. Il me semble qu'ils ont fait, l'an passé, plus de 500 millions de profits. Ils ont 10 000 employés, etc. Donc, c'est énorme, en fait. C'est énorme.
D'ailleurs, c'est une des plus grosses sociétés privées du monde, en fait, en termes de capitalisation, de valorisation. Et c'est une super histoire. Donc, en fait, nous, quand on a investi dans Revolut il y a 9 ans, c'est 2 personnes qui viennent nous voir avec une idée, et c'est là-dessus qu'on mise. Et en fait, pour nous, à l'époque, maintenant, quand on regarde ça 9 ans après, ça paraît un peu évident, mais la croyance qu'on avait, c'est qu'effectivement, les gens ne sont pas super satisfaits avec leur banque. C'est-à-dire que la banque traditionnelle, je dirais, est connue pour être un peu compliquée. Il faut appeler, il faut aller les voir pour avoir un prêt, pour comprendre tout un tas de choses. Moi, je me rappelle, enfin, à un moment donné, je voulais prendre un prêt aux États-Unis. Enfin, ils vous redemandent votre nom. Et là, je suis client, mais non, il faut remplir les formulaires dans tous les sens. Et la banque, partout dans le monde, en fait, c'est pas une expérience super, quoi. Et à l'époque, quand Revolut se lance, c'est justement l'époque où les gens commencent à utiliser leur mobile pour tout faire. C'est en fait, les gens ont pris l'habitude d'aller sur le mobile pour envoyer des messages, ont pris l'habitude d'avoir une réponse instantanée, quels que soient leurs besoins, en fait, que ce soit des applications de dating, que ce soit des applications de tout, en fait. Et la banque, quand on compare ça à l'expérience bancaire, c'est totalement différent, en fait. Et donc, évidemment, les banques avaient lancé des services Internet, mais des trucs un peu clunky, qui ne marchent pas vraiment, qui ne réussissent pas à tout faire. Et puis, il y a surtout un deuxième aspect du banking, qui est des applications, enfin des banques, c'est qu'en fait, l'utilisateur n'a pas toujours l'impression de faire une bonne affaire, on va dire. Donc, les banques doivent vivre, elles prennent beaucoup d'argent et tout ça. Donc, ces 2 personnes, Nick et Vlad, ont cette idée justement de pouvoir créer à terme une application qui répond à tous les besoins financiers des utilisateurs. Et il commence avec quelque chose qui est très très simple. Il lance une application et une carte qui permet, pour les gens qui voyagent entre les pays, donc qui voyagent d'Angleterre et qui passent leurs vacances en France, de faire des achats sans payer de taux de change, en fait. Et c'est quelque chose, à l'époque, c'est pareil, en fait, on ne se rappelle plus maintenant, mais quand on allait d'Angleterre en France, la banque et la carte prenaient des pourcentages en disant, mais voilà, t'achètes en euros, donc évidemment, je vais te prendre 5% par-ci pour tes frais de transaction et tout ça. Et en fait, eux disent, non, on va pas faire ça, on va pouvoir convertir vos euros en pounds sans prendre de fees, donc qui sont complètement fous, et vous allez pouvoir aller faire vos courses à Paris, et payer en euros sans frais, en fait, additionnels. Et ça part de là. Et ces 2 fondateurs, en fait, qui avaient une ambition très forte de changer les choses. Parce qu'en fait, évidemment, en tant qu'investisseur, qui que ce soit qui veuille lancer une application pour remplacer les banques, ça paraît quelque chose qui est très compliqué, en fait. Les banques existent depuis, je ne sais pas, des centaines d'années sûrement, ne bougent pas, détiennent des parts de marché énormes. Il y a 3-4 banques qui détiennent 90% des parts de marché. Et c'est des gens qui ont des moyens énormes. Donc c'est pareil, un peu David contre Goliath, comme combat. Et donc, sur le coup, il faut être très convaincu que c'est des gens qui non seulement ont l'idée, il y a plein de gens qui ont dû avoir l'idée à l'époque, mais qui vont être à même de la mener à bout, en fait. Oui. Et de se lancer dans cette aventure qui va prendre, en fait, des années pour pouvoir créer une institution financière qui est équivalente à une banque. Mais ils commencent avec la carte donc, pour payer donc, quand les gens voyagent. Et en fait, ça fait boule de neige à partir de ce produit. Les gens se passent de bouche en oreille. Revolut est une société qui n'a pas dépensé $1 de marketing pendant je ne sais combien d'années, pendant 7, 8, 9 ans en fait. Ils ont commencé à dépenser en marketing, ils sont l'an passé seulement. Donc c'est que du bouche à oreille parce que les gens sont très satisfaits de ce produit. Et après, le deuxième génie de Revolut, en fait, c'est que c'est des gens qui sont très techniques, qui veulent recréer les choses à partir de base zéro, je dirais. Et ils se mettent dans une motion en fait, où ils lancent des services les uns après les autres. Donc en fait, quand on regarde une liste de services que Revolut lance, en fait, ils lancent cette carte, je ne me rappelle plus l'ordre exact des produits dans lesquels ils ont lancé, mais ils vont lancer une carte pour payer ici, une carte pour payer là-bas, ils vont lancer acheter des actions, ils vont lancer saving accounts pour faire des économies, ils vont lancer Bitcoin, ils vont lancer etc. etc. Donc c'est une société en fait qui a été créée aussi avec une plateforme qui leur permet de lancer des services sans arrêt, très rapidement. Donc quelque chose qui prendrait une banque normale des années à lancer quelque chose, eux, en fait, c'est en quelques mois, ils lancent ces nouveaux services.
Et donc, du coup, maintenant, ça arrive à cette application où, en fait, les gens peuvent faire beaucoup de choses sur l'application, où tous leurs besoins bancaires, en fait. Et donc, voilà. Donc, c'est une histoire extraordinaire. Et c'est une histoire qui est... c'est une histoire qui est unique d'un certain côté, parce que c'est des gens qui ont commencé... c'est une histoire qui est magnifique à voir, en fait. Parce qu'ils créent une société, jour zéro, où il n'y a rien, il y a 3 slides, une idée, et il permet de créer quelque chose maintenant où il touche 45 millions de personnes, en fait. Et Revolut sans Balderton, est-ce que ça serait Revolut ou pas? Non, on les a beaucoup aidés. En fait, le métier d'investisseur n'est pas un métier où... c'est un sport d'équipe, en fait. Dans la mesure où nous, on a été les premiers investisseurs en seed, on n'a réinvesti dans la société quand ils ont levé en série A. Mais après, effectivement, il y avait d'autres investisseurs pendant la série A. Ils ont levé série B, série C, série D. Je ne sais plus combien de rounds ils ont financé. E ou F, ouais. Probablement. Sur quelque chose, comme je disais, sur 9 ans. Donc en fait, quand une société se construit comme ça, en fait, la plupart du travail est déjà avec les entrepreneurs. Nous, on a aidé d'un certain nombre de côtés, au tout début, justement, sur tous ces problèmes, comment réfléchir à construire une société, justement, qui est dans un univers assez régulé, en fait, parce que c'est des services financiers. Mais au fur et à mesure du développement des sociétés, en fait, les autres investisseurs ont, j'en suis sûr, amené beaucoup, en fait, aussi à ces sociétés. Et quand on travaille avec une société, en fait, voilà, il y a un board, il y a les funders, et tout le monde contribue, en fait. Donc on aime penser que c'est nous qui avons contribué le plus, mais en fait, probablement pas. Et c'est vraiment un sport d'équipe où tout le monde... tous les investisseurs qui investissent dans une société, en fait, travaillent à toutes les heures pour faire en sorte que ces sociétés soient un succès, en fait. Et toi, du coup, ça fait quand même maintenant pas mal d'années que tu es avec Balderton. Ouais. J'ai l'impression que ça te plaît quand même encore pas mal. Mais c'est quoi ton objectif je vois que tu avais envie de dire quelque chose. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, écoute, moi, mon objectif est super simple, c'est de continuer justement à trouver des entrepreneurs avec qui je puisse travailler, aider des entrepreneurs dans leur rêve, en fait. On est très privilégiés. On a un fauteuil de premier rang sur toutes ces innovations technologiques. On rencontre tous ces gens, même si on n'investit pas dans tous, qui sont tous formidables, je dirais, parce qu'ils arrivent avec leurs projets, avec leurs rêves, ils veulent changer les choses. Et donc, on est quand même assez respectueux, en fait, de tous ces gens qui veulent changer les choses. On n'investit pas dans tous les projets, mais c'est franchement une super opportunité, en fait, de parler à ces gens qui veulent lancer ces sociétés. Et après, juste continuer à trouver ces sociétés, les aider et voir ces produits, en fait, se développer au fur et à mesure des années. Parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'aucune de ces sociétés ne grossit dans une trajectoire rectiligne, je dirais. Il y a toujours des bas, des hauts. Ça marche, après ça ne marche pas, après ça remarche, après ça ne marche pas. Donc c'est quelque chose, en fait, qui... et aider les entrepreneurs sur ce chemin, en fait, c'est assez fascinant, je dirais. Et dernière question, j'ai quand même l'impression que vous avez une manière de fonctionner en plus qui est assez particulière chez Balderton. Donc, j'aimerais bien connaître vraiment les 3 critères que tu considères comme étant les critères à analyser pour connaître un bon fonds d'investissement, selon toi. En tant qu'investisseur, tu veux dire ? En tant qu'investisseur, oui. Ouais. Je pense qu'en fait... déjà, le premier critère, c'est, j'imagine, la performance du fonds. Regarder, en fait, si c'est un fonds qui a réussi à retourner de l'argent à leurs investisseurs, quelles sont les performances et tout ça. Donc, c'est quelque chose, je pense que... Enfin, moi, quand j'investis, c'est quelque chose qui est très important. Et quand tu dis performance, tu regardes la performance du dernier fonds sur plusieurs années ? Comment est-ce que... En fait, moi, c'est un truc très perso, j'imagine, mais je pense que... en fait, ça dépend, parce que de temps en temps, on peut investir dans des fonds qui sont tout nouveaux, donc il n'y a pas forcément un track record qui est énorme, où il y a des... Enfin, nous, on a une chance où on aura 25 ans de track record l'an prochain. Mais il y a très peu de sociétés qui ont ça. Non, je pense qu'en fait, il faut regarder le track record qui est présent. De temps en temps, ce sera juste les investissements que les gens qui ont lancé le fonds ont, parce qu'ils ont investi personnellement et ils viennent de lancer leur fonds, c'est leur premier fonds. Et de temps en temps, ils ont des années de track record, donc il faut juste regarder à quel point ils ont été capables de choisir des sociétés qui sont devenues des succès, à quel point ils ont retourné de l'argent effectivement à leurs investisseurs, plutôt que de regarder comment ils marquent en fait leurs investissements actuellement. Mais après, effectivement, c'est une question d'équipe en fait. Et je pense que en fait, quand on parle à nos investisseurs institutionnels, qui représentent la très grosse majorité en fait de nos investisseurs, ils regardent d'abord en fait la société d'investissement,
Et il faut qu'il soit confortable, en fait, sur les investisseurs, la société d'investissement. Et en fait, très souvent, ils nous disent qu'ils n'investissent pas dans un fonds. Parce qu'ils savent, en fait, ils choisissent d'investir dans une société d'investissement, dans un fonds. Et après, ils savent qu'il va y avoir plusieurs vintages pendant plusieurs années. Et il y a des vintages qui vont marcher. Il y a des vintages qui vont être moyens. Il y a des vintages qui ne vont pas marcher aussi, parce que ça fait partie du métier, en quelque sorte. Et donc, il faut être convaincu que ce soit la bonne équipe, la bonne philosophie d'investissement, le bon positionnement. Un certain nombre de gens cherchent à diversifier, en fait. Donc, il ne faut pas mettre tout dans la tech ou tout dans, je ne sais pas, l'Europe, ou tout dans l'Asie ou tout dans les États-Unis. Et une fois que tout ça est défini, effectivement, prendre une décision sur le fonds et se dire, en fait, je vais pouvoir investir sur plusieurs cycles, en fait, plusieurs fonds d'investissement pour bénéficier, en fait, de leur performance. Okay. Et c'est comme ça. Et je pense que c'est la meilleure façon d'investir, en fait. Plutôt que de se dire, voilà, c'est une équipe super sexy, je vais investir là. Et ils font le maximum avec l'IA, peut-être, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer au prochain cycle? Est-ce qu'ils vont être capables de rebondir? Et les choses changent super rapidement, en fait. Donc, je pense que la philosophie, la manière de travailler avec les entrepreneurs, l'image de marque, en fait, du fonds est très importante. Je pense qu'un fonds, en fait, est... En fait, il faut avoir une marque, une réputation qui permet de voir la plupart des opportunités, en fait. Donc, on peut être... Un bon fonds, en fait, voit tout et choisit. Bon, après, on peut discuter est-ce qu'ils choisissent bien ou pas. Mais si on investit dans un fonds, en fait, qui voit qu'une toute petite partie du marché, par définition, ils vont pas pouvoir, en fait, investir dans la grosse success story parce qu'ils vont pas l'avoir, en fait. Ouais, ils vont récupérer les miettes. C'est pas les miettes, c'est juste ils regardent avec un peu myope, un aspect myope, et donc je pense qu'il faut vraiment tout voir pour être à même d'investir dans les bonnes, parce que si on voit pas le prochain Google, on va pas pouvoir investir dedans. Bien sûr. Ok. Ça va être compliqué. Et donc voilà. Ok, très clair. Merci beaucoup, David. Eh bien, écoute, je t'en prie. J'étais ravi de te parler. Ouais, moi aussi. À très vite. À très bientôt. Voilà, Just Focus, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, premier family office digital qui a rendu possible sa réalisation. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. Parlez-en autour de vous et partagez-le largement sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très vite.